Bonjour à tous, désolé pour le retard. Est-ce que vous Hello nous tout le monde. entendez bien? Vous avez l'onglet questions normalement en bas à droite de votre écran. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien, s'il vous plaît? Parfait, c'est bon. Je te laisse commencer, David. Très bien. Merci beaucoup Maxime pour l'invitation. Et donc bonjour à toutes et à tous. Donc l'objet du webinaire d'aujourd'hui, c'est les noms de domaines expirés. Et c'est pas un webinaire de plus sur les domaines expirés, c'est vraiment quelque chose d'un peu. On va essayer de faire quelque chose de nouveau avec les bonnes pratiques. Et je me rends compte que dans la sphère SEO, puisque c'est les gros consommateurs des domaines expirés, j'imagine que la plupart des participants sont des SEO. Bon, les pratiques sont assez homogènes, mais finalement pas du tout efficaces. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de donner un maximum de conseils pour faire au mieux sur les domaines expirés. Alors, juste en deux mots, mon parcours, ça fait peut-être 20 ans que je suis passionné par le secteur des noms de domaine. Et finalement, les domaines expirés, c'est qu'un des aspects. Par contre, il y a une très forte demande, comme tout le monde sait. Donc, comme nous, on est un peu à l'aise. Donc, moi, je suis bureau d'enregistrement et un peu à l'aise avec finalement, le secteur en général. Donc, on arrive facilement à les avoir et ça a été mes clients, les SEO, donc de domaines expirés. Et voilà, c'est ma spécialité depuis 20 ans. Par contre, je m'intéresse absolument à tout, aux aspects juridiques, et je vous embêterai avec ça parce que, pareil, ça fait partie des choses qu'il faut, à mon avis, revoir. Je m'intéresse également aux jolis domaines, pas forcément des domaines expirés avec du jus, mais un domaine qui vous permettra de créer une marque un peu forte. Je m'intéresse aux aspects informatiques, absolument tout dans le secteur des noms de domaine. Et voilà, ça suffit pour la présentation, je pense, mais euh, on peut faire un peu question pour un champion si vous avez des questions sur le sujet. C'est vraiment quelque chose qui me passionne et absolument tout, même le Web3. Aujourd'hui, il y a les domaines blockchain. S'il y en a que ça intéresse, on pourra en parler. Voilà, on essaiera d'être concis, mais c'est un domaine vraiment passionnant parce qu'il est transversal. On en a besoin pour le web absolument partout et c'est un domaine assez porteur. Donc voilà ma présentation. Et puis Maxime, je te laisse te présenter. Toi, tu seras plutôt, j'imagine, pour comment les utiliser. Finalement, une fois qu'on a des domaines expirés, il y a des manières de les monétiser et c'est pas mon métier, c'est plutôt le tien, je crois, hein. C'est ça, comment les utiliser de la meilleure façon pour en maximiser en fait leur valeur. Et merci David pour cette intro. Et pareil, je vais me présenter en quelques mots. Moi, c'est Maxime de Quitonon. Je suis directeur général de Rocket Links. Et chez Rocket Links, on assiste aussi bien les annonceurs que les éditeurs pour mettre en place des campagnes d'articles sponsorisés grâce à notre technologie et une équipe de 30 experts. Et donc, on va commencer par parler déjà de la récupération des noms de domaine. Et là-dessus, David, je crois que c'est toi le vrai expert. Tu rachetais des noms de domaine avant que ce soit à la mode. Tu disais que tu avais commencé il y a 20 ans. Est-ce qu'il y a 20 ans, on achetait déjà des domaines expirés? Ouais, en fait, oui et non, parce que il se trouve qu'il y a 20 ans, c'était beaucoup moins facile que maintenant. Aujourd'hui, un domaine expiré, on peut en avoir pour 7 dollars chez sav.com, on peut en avoir pour 11 dollars chez Dropcatch. C'est vraiment des adresses qui sont intéressantes. Les .fr, les Français vont connaître pour les .fr les services, je pense, comme Nixel, ça coûte 10 euros aujourd'hui pour avoir un domaine de qualité. Donc, nous, dans le temps, c'était 70, enfin, 69 dollars minimum. Et du coup, on n'avait pas vraiment besoin. Moi, je me souviens que j'étais premier sur tous les mots-clés que je voulais et tu n'avais pas besoin d'avoir un domaine puissant. C'était vraiment facile de se positionner. Donc, les domaines expirés, on les faisait surtout pour des choses un peu hors du commun, un peu chères. Et c'était donc, je dirais que c'est plus facile maintenant. Et maintenant, on a beaucoup plus de choix. C'est plus intéressant d'utiliser les domaines expirés il y a 15 ans aussi, parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence ou il y a 20 ans, quoi. Et ça a beaucoup changé. Et c'est pour ça que ce genre de discussion entre nous, ça va être pas mal parce que c'est un secteur qui évolue énormément. Donc, voilà, il n'y a plus grand-chose à voir par rapport à il y a 20 ans. Moi, j'ai pas commencé il y a 20 ans, j'ai commencé plutôt il y a une quinzaine d'années. Et je me souviens qu'à l'époque, on pouvait simplement lancer un crawl avec l'ancêtre Nu, de non? Screaming Frog qui s'appelle Xenu sur n'importe Voilà. quel site institutionnel français.
ou n'importe quel autre gros site d'autorité d'ailleurs. Et puis, euh, on, on récupérait en fait tous les liens morts de ce site. Il n'y avait pas Majestic ni Ahref à l'époque, c'était Yahoo Site Explorer, si je me souviens bien du nom. Et puis, à chaque lien mort, on allait voir sur OVH si le domaine était libre ou non, ou Gandhi si c'était un .de par exemple. Euh, et, euh, et ensuite, on pouvait récupérer les noms de domaine de dingue comme ça. Mais c'était effectivement fastidieux. Aujourd'hui, le marché a beaucoup évolué. Si je comprends bien, on peut plus vraiment acheter sur des domaines qui viennent d'expirer de manière libre. C'est ça, David? C'est vraiment un des points importants pour ceux qui sont encore là. Il faut vraiment retenir ça. Quand on parle de domaine expiré, en fait, la plupart des gens parlent des domaines effacés qui vont scroller et ils vont récupérer des domaines libres. Et c'est vrai qu'il y a 20 ans, 15 ans, tu avais des domaines libres extra. Par exemple, en .fr, il n'y a pas si longtemps, si tu renouvelais pas ton nom de domaine, le lendemain, le domaine était libre. Donc tu te retrouvais avec des domaines incroyables, les gens s'en rendaient pas compte. La période de rédemption est extrêmement courte. Aujourd'hui, c'est 30 jours. Et aujourd'hui, les noms de domaine vont beaucoup moins expirer. Et les gens ont compris aussi l'intérêt des noms de domaine, donc le stock a baissé. Mais surtout, il y a énormément de personnes qui sont en veille par rapport à ce qui va arriver. Et quand tu passes ton Screaming Frog, tu vas avoir les restes, des restes, des restes, des restes, tout simplement parce que l'offre, elle a énormément diminué et la demande, je dirais que ça fait honnêtement plus de 10 ans que ce que tu as est de qualité très faible, tout simplement parce que le Snap est beaucoup plus facile aujourd'hui. Tout le monde a les listes, hein, c'est des listes qui sont publiques. Et il est tellement peu cher, par exemple, les gens ne savent pas forcément, mais en .fr, ça coûte zéro de récupérer un domaine expiré. C'est-à-dire que j'ai 5 jours pour tester un domaine, donc il y a des gens qui prennent toutes les listes, qui récupèrent tout ce qui leur semble avoir un peu de potentiel, et puis au bout de 5 jours, ils les lâchent, parce qu'ils se sont dit, bon, bah, celui-là, il n'est pas terrible, il n'a pas de trafic, il ne m'intéresse pas. Ils ont payé zéro. Et en .com, c'est pareil. Donc, ça veut dire que si on essaye de récupérer des domaines libres, c'est des domaines que les autres qui sont à l'affût n'ont pas voulu avoir. Alors, il y a quelques exceptions sur des extensions exotiques, par exemple en moi j'habite Valence en Espagne et aujourd'hui c'est la fête nationale d'ailleurs. Et par exemple le point 4 de la Catalogne, ben, il n'y a pas vraiment de service, il n'y a pas autant de monitoring. Donc on peut avoir un point CAT qui serait sympa, qui vaut plus que le prix d'enregistrement parce que il n'y a pas beaucoup de concurrence. Par contre en point .com, oubliez en point .fr, on peut encore avoir des choses, mais il vaut mieux, et c'est ce qu'on va voir ensemble, passer par des outils et récupérer des domaines qui sont snappés à la seconde ou à la milliseconde où ils sont disponibles, parce que la qualité est incroyablement supérieure à ce qu'on a en libre, qui sont simplement les restes. Je reviens sur ce que tu disais juste avant, sur la période de 5 jours pendant laquelle tu peux utiliser le domaine à titre gratuit. C'est-à-dire qu'il y a un satisfait ou remboursé aujourd'hui sur les domaines? En fait, c'est l'ICANN donc qui gère toutes les extensions qui a lancé ça, et la France est pas mal en avance. Et le point .fr, il est vraiment orienté vers l'utilisateur et ils ont envie de proposer ce genre de service. Donc, quand on est alors, toi, tu peux pas le faire, c'est-à-dire que les snappers peuvent le faire parce que eux-mêmes sont registrars, mais ils vont déposer un domaine et pendant 5 jours, il n'est pas facturé. Et ensuite, tu peux décider au bout de 5 jours de l'effacer. Et si tu l'effaces, il y a par exemple le plus grand titulaire de domaine en France, il parle pas un mot de français. Il fait tout de manière algorithmique, il prend absolument tout. Alors, il s'intéresse pas que aux USO, il va regarder si le mot est tapé, il va regarder si il y a éventuellement une saturation sur l'extension. Par exemple, tout est pris, il n'y a que le point .fr qui est libre. Donc, il fait un peu n'importe quoi. Mais vu que ça coûte que 4,50 €, ça passe maintenant à 5 euros. Mais bon, vu que ça coûte que 5 euros pour déposer un domaine, bah, tu as un an pour récupérer les 5 euros. Donc aujourd'hui, c'est très très monitoré et les domaines qui sont libres, bah, c'est vraiment des domaines que ces gens-là n'ont pas voulu prendre ou alors qu'ils ont relâchés. Donc et en .com c'est pareil, c'est un petit peu plus compliqué, mais je pense que toi tu connais Dynadot, hein, tu utilises Dynadot, je crois. Bah, tu peux essayer, tu enregistres un domaine chez Dynadot ou tu as une petite API et tu vas snapper un domaine avec Dynadot, c'est tout à fait possible. Alors pour des domaines qui sont pas concurrentiels, parce que pour le snap en .com, Dynadot, tu fais pas .fr, donc ce sera que .com, .net, .org, etc. Ça fonctionnera,
Mais pour le Snap, il n'y a que deux acteurs qui sont imbattables. Donc, de toute façon, si un des deux acteurs s'est mis sur le domaine, tu l'auras pas. Mais un petit domaine où il n'y a personne, tu le prends avec ton Dynadot, il te plaît pas, tu l'effaces au bout de 4 jours et Dynadot va te rembourser sur les $10, il va te rembourser $6, quoi. Parce que, alors eux, ils gardent la différence, mais ce service existe, voilà, ça s'appelle le domaine tasting pour essayer, quoi. Et en tant que registrar, donc bureau d'enregistrement, en fait, Oui, ça ne te coûte rien. ça me coûte rien, non, voilà. Je pourrais faire en direct, là, enregistrer blablabla, et ça me coûtera zéro, et après je l'efface au bout de 5 jours. Donc, Mais tout ça, c'est assez nouveau. ça te coûte d'être bureau d'enregistrement, par contre. Alors, ça fait gagner de l'argent. Alors, ça, c'est un autre sujet. Peut-être un jour, tu m'invites pour qu'on en parle. Ouais. Aujourd'hui, on a un vrai problème de bureau d'enregistrement. C'est-à-dire que tu parlais d'OVH. Alors, j'ai beaucoup d'affection pour les gens d'OVH, etc. Mais c'est quand même compliqué de travailler avec OVH. Les prix sont pas super, ils fonctionnent pas bien. Donc, aujourd'hui, si on est revendeur, si on a une activité web, il vaut mieux être directement bureau d'enregistrement. Ça va te coûter 500 € par an. Par contre, tu as des avantages à l'appel et notamment, tu touches les domaines à 5 euros, hein. Enfin, c'est en train de, pour l'instant, c'est 4,56, mais le prix va augmenter. Ça faisait 12 ans que la FNIC n'avait pas monté les prix, il avait même plutôt baissé. Donc là, 5 euros, ça reste quand même une somme modeste par rapport à ce que tu payes chez Gandhi, chez OVH et compagnie. Et tu as énormément d'avantages comme le domaine tasting dont on a parlé. Par contre, la FNIC, leur but, c'est pas que les gens fassent n'importe quoi. Donc, si tu fais ça tout le temps, il y a en ce moment d'ailleurs, moi je fais partie de l'association et on discute sur les bonnes pratiques, etc. Il y a en ce moment justement des procédures pour éviter que des registrars fassent n'importe quoi. Ce sont souvent des registrars étrangers. Et donc je suis désolé de donner l'info, mais Internet BS qu'utilisent 90% des SEO, il fait partie des gens problématiques et s'ils changent pas leur pratique, ils risquent d'être pénalisés parce qu'ils ont ils sont pas dans ce que l'AFNIC attend. Donc, en gros, être registraire, ça vaut vraiment le coup. Oui. Et c'est très facile. Par contre, c'est pas pour snapper, pour faire n'importe quoi. C'est parce que tu as des clients et parce que tu proposes un service, hein. Ils sont un peu quand même à l'AFNIC regardant là-dessus. Ok. Alors, je regarde un petit peu les questions. Sur le sujet dont tu viens de parler, il y a une question sur ce que l'AFNIC attend, notamment concernant Internet BS. Et aussi, quel est le risque pour le propriétaire du domaine si le bureau d'enregistrement a des problèmes avec l'AFNIC? Bon, alors, c'est sans précédent, donc on ne sait pas. En fait, aujourd'hui, dans les discussions, on dit ce qu'on voudrait faire, mais je pense qu'à l'AFNIC, ils sont très pragmatiques et ils vont s'adapter. Mais je vous recommande vraiment de choisir des vrais bureaux d'enregistrement. Aujourd'hui, les Français, ils sont pas bons en marketing, mais ils sont vraiment bons. C'est-à-dire qu'on a des très bons bureaux d'enregistrement, qui ont des bons tarifs, etc. Et donc, il faut éviter les Américains qui connaissent pas les règles françaises et elles viennent surtout du législateur. En fait, aujourd'hui, je ne sais pas si tu vois dans l'actualité, tout le monde parle des privations de liberté, etc. On se rend compte que dans l'Internet, il y a une vraie tendance à changer les règles. Et donc, du coup, le point .fr, il est un peu bloqué par ça. Donc, il a des règles que respectent pas les bureaux comme Internet BS. Donc, il y a personne qui parle français. Il y a juste un designer, mais je crois qu'il est parti chez Internet BS. Ils suivent rien. Donc, ce qui risque d'arriver, c'est que les noms de domaine vont être gelés. Et c'est pas pratique pour vous. Vous pouvez pas changer les DNS, vous pouvez pas utiliser les domaines. Et si jamais, ça m'embête de parler de mal des gens, j'espère qu'on va parler des points positifs, mais Internet BS, c'est un bordel sans nom. C'est-à-dire qu'ils savent même pas qui a quoi. Ils ont un vrai problème de gestion. Et si Internet BS perd la gestion des noms de domaine, ben, il faudra montrer que c'est ton nom de domaine. Et 95% des gens ont des WIS bidons, etc. C'est quand même risqué. On va voir, c'est pas très rapide, on ne sait pas quand est-ce que ça se fera. Et il n'y a pas qu'Internet BS, mais il vaut mieux aujourd'hui avoir comment dire, votre WIS à jour, des mentions légales, etc. Parce que les règles en .fr, elles sont quand même différentes. Ouais, bah, celui qui met un whiz bidon, bon, il récupère un peu la monnaie de sa pièce aussi s'il perd son domaine. Mais je crois que quand on transfère un nom de domaine aussi d'un compte à un autre, ça ne change pas automatiquement la propriété C'est ça. des noms de domaine. Il faut donc bien prévoir ça, hein. C'est ça, David? C'est- ouais, ça, c'est peut-être un défaut à la FNIC parce qu'ils ont leur propre fonctionnement et les gens ne le connaissent pas. Si tu changes un point .com, par exemple, on va transférer ensemble un domaine, bah, dans ton interface, tu peux mettre le WIS que tu veux à la main. Le point .fr, c'est une procédure différente. Ça s'appelle un update.
Et les registrars, en fait, comme les Américains, ils n'ont pas implémenté ça, c'est une spécialité française. Donc du coup, tu peux pas. Et tu te retrouves avec un domaine qui est pas à ton nom, qui est au nom de Tristan Colombet parce que tu l'as récupéré chez Catrix il y a 5 ans. Tristan Colombet, sa boîte, elle n'existe plus. Tu n'arriveras jamais à justifier quoi que ce soit, donc il faut faire très attention. Et donc, il faut demander un update. Les registrars, ça les embête de le faire. Ça se fait très facilement, mais finalement, c'est que le .fr et on aura ce problème. Ouais. Donc, le transfert va changer. Transfert, c'est-à-dire changer de bureau. Donc, tu vas passer de Internet BS à Gandhi, par exemple, mais ce sera le même titulaire. Il faut faire une opération supplémentaire qui s'appelle aujourd'hui update et que personne ne fait. Et c'est vraiment dommage parce que vous risquez de perdre vos noms pour plein de raisons. Hein, aujourd'hui, le .fr, il faut passer un peu de temps pour voir comment ça marche, à mon avis. C'est différent. Je Ou pense alors que, prendre un registraire solide, un registraire qui s'occupe de toi et qui fait les choses proprement. je pense que c'est une vieille légende urbaine qui persiste chez les SEO d'avoir des WHOIS un peu différents pour éviter d'être repérés par Google. Mon point de vue là-dessus, je sais pas si si t'en es d'accord aussi, David, mais c'est que Google, il a bien d'autres façons beaucoup plus simples de savoir qui est propriétaire de quel site. Et c'est pas forcément un problème d'être propriétaire beaucoup de sites d'ailleurs. Il y a énormément de groupes médias aujourd'hui qui ont des centaines, voire des milliers de domaines. Euh, et, euh, et, et en fait, aujourd'hui, en plus, avec le RGPD, logiquement, les domaines peuvent être anonymisés, enfin les WHOIS, pardon, peuvent être anonymisés, ce qui fait qu'il n'y a plus vraiment ce problème-là. Et donc, il faut vraiment s'assurer d'être le bon propriétaire du domaine pour éviter toute perte dans le cas où le bureau d'enregistrement ne respecterait pas les règles de la FNIC. Ah, plein de choses et en plus je vois qu'il y a plein de questions donc on est foutu pour les 1 heure, hein, ça va déborder. Ce que tu dis c'est très important et parmi les légendes urbaines, il y a beaucoup de SEO qui nous disent oui Google est registrar et donc du coup ils ont les infos des WHOIS cachés et ils peuvent savoir. D'accord, Google est plus registrar, ils ont vendu leur registrar il y a déjà quelques mois et de toute façon comme tu dis le WHOIS, un WHOIS caché, il est caché pour Google aussi et eux ils ont d'autres moyens. Là où je serais pas d'accord avec toi c'est qu'en fait, ils s'en foutent en général. Hein. C'est-à-dire qu'ils pourraient effectivement savoir qui est le propriétaire, mais je vois que lorsqu'il y a des problèmes de spam, ils dégagent tout le monde, ils n'ont même pas envie de se poser de questions, ils voient si les sites ont un peu de valeur ou pas, et ils sont moi je les trouve très virulents. Mais en effet, c'est pas le Wiz. Le Wiz, il sert à rien. Ils vont jamais regarder un Wiz parce que c'est pas uniformisé, parce que c'est pas standard et parce que c'est pas fiable. Il y a beaucoup de John Doe dans Louise, ça leur donnera pas grand-chose. Donc, d'accord avec toi sur le fait qu'il vaut mieux avoir un Wiz à jour et ensuite derrière mettre une privacy, un confidentialité ou je sais pas comment ça s'appelle. Et avec ça, Google peut pas savoir. Il a aucun moyen de passer outre la confidentialité. Alors, ils ont peut-être des moyens, mais moi, je les connais pas. Et quand, là, par exemple, il y a l'ICANN, c'est le gros événement mondial dans 2 semaines, on va y aller. Et Google, il est traité comme tous les autres registrars. Normalement, il n'a pas de passe-droit, sauf sur les domaines où lui-même est registrar. Par exemple, si tu es chez Google et eux, ils peuvent savoir qui tu es. Mais j'imagine que voilà, c'est pas la peine de cacher ses whiz, etc. parce que c'est pas un outil. J'ai vu qu'il y a des questions. Je sais pas si tu veux qu'on y réponde. Il y a une ou deux questions qui, Ouais, voilà, bah, que je- la question de Nicolas sur l'achat d'un nom de domaine expiré, il demande s'il y a des filtres à mettre en place pour enlever des listes à coup sûr les mauvais domaines en termes de SEO. David, toi, tu ouais. utilises quoi comme KPI ou comme méthode pour identifier les bons domaines à racheter? Alors j'ai vu plein de bonnes questions. Ça en fait partie. Et en fait, ce que je vais expliquer, c'est qu'on a vraiment un potentiel énorme dans les domaines expirés, mais c'est de plus en plus compliqué pour nous parce qu'il y a énormément de spam. Et moi, ce que je propose enfin, ce qui marche le mieux pour éviter de perdre du temps. Ma collaboratrice, elle regarde des domaines et les 3 quarts, on va perdre du temps parce qu'au final, on les prend pas. Et dans le quart qui reste, on va même pas l'avoir parce qu'il y a d'autres personnes. Donc, c'est très, très embêtant aujourd'hui, ce travail en amont. Donc, ce que je fais systématiquement, c'est que je prends qu'une première expiration. C'est-à-dire que si le domaine était encore actif et qui était fiable, etc., il m'intéresse. Par exemple, dans Expire Domaine, on peut avoir la date du WHOIS et la date depuis laquelle le domaine est connu. Et le WHOIS, il est remis à zéro. Donc, si je vois qu'il y a un WHOIS de 2022, par exemple, il m'intéresse pas. Si le domaine, il est connu depuis 2015 et qu'en 2022, il s'est passé quelque chose et que la personne relâche un nouvel domaine, c'est des domaines qui vont être, alors pas forcément spammés,
mais simplement le fait qu'il soit en parking pendant un an, le domaine, il est remis à zéro. Il va pas repartir aussi fort que s'il avait une continuité. Donc, ce que je recommande aux personnes, c'est de mettre, il y a dans Expire Domaine, il y a une colonne qui nous permet de savoir finalement la date de Wiz. Ben, il faut que la date de Wiz, ça soit la même que la date de la première apparition dans Web Archive. Donc, il y a les deux. Il y a Web Archive et Wiz. Si mon Wiz, il est postérieur à Web Archive, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Alors après, on peut jeter un coup d'œil à Web Archive, etc. Mais c'est jamais très bon qu'il y ait 2, 3, 4 expirations. C'est des domaines qui sont recyclés, mais qui repartent à zéro. Donc pour le SEO, ils ont pas d'intérêt. C'est comme quand tu rachètes une voiture, quoi. C'est le nombre de propriétaires avant toi, finalement. Et ça, tu Moi, je le. pense. Et Et c'est même bien. donc Web Archive, finalement, c'est pour avoir la date de la première indexation, la première, le premier site. Et donc quand tu rachètes un nom de domaine, ça se remet à zéro. C'est Alors, le oui se remet à zéro. Donc, il faut bien faire attention à pas prendre des domaines qui, voilà, qui ont expiré et qui sont remis en vente, enfin, qui sont relâchés un an après. Alors, évidemment, dans le tas, il y en aura des bons, mais la plupart seront mauvais et tu vas t'embêter à analyser des domaines qui sont quand même moins intéressants. J'ai vu, alors, il y a plein de questions. Elle est plusieurs fois, je crois que c'est Mohamed, Guillaume qui pose la même. Qui recommandes-tu pour remplacer Internet BS? Est-ce que tu me permets de répondre et de faire un peu de pub pour des gens, Maxime? Vas-y, vas-y. C'est mieux que parler en mal d'autres acteurs. C'est ça. Faisons de la pub positive. C'est ça. Et en sachant que, alors, bon, ceux qui me connaissent, moi, je suis, je pense, dans le secteur des noms de domaine, bah, celui qui a la voix la plus audible, je pense, et j'ai jamais pris un centime. Donc, ce que je vais vous donner comme recommandation, c'est ce que je pense. Et je peux me tromper évidemment, mais c'est certainement pas sponsor ni rien. En gros, vous avez un bureau d'enregistrement qui est très bien, qui est assez peu connu parce qu'ils sont mauvais en marketing, ça s'appelle Netim. Et ils sont à Lille comme OVH. Et Netim a un service qui s'appelle Revendeur. C'est assez cher Netim parce qu'il est sous-traitant de Gandhi. Donc, ils n'ont pas le droit de mettre moins cher que Gandhi. Et Gandhi, si vous avez suivi l'actualité, les prix sont vraiment trop élevés. Enfin, pour une entreprise, c'est très bien, mais pour nous, quand on a beaucoup de domaines, c'est pas bon. Par contre, on peut demander Netim revendeur. Donc, il faut mettre un petit message. Alors, évidemment, il faut avoir plus que 2 ou 3 domaines, sinon ils vont pas le faire. Mais si vous en avez 10, 15, 20, 50, Netim revendeur, vous êtes pratiquement au prix coûtant. C'est-à-dire que vous allez payer le prix que facture le registre et vous avez des gens passionnés, très doués, un peu comme O2 Switch qui vont répondre tout de suite, voilà, dans leur secteur et qui connaissent toutes les subtilités. Donc, Netim, c'est très bien. Après, ça dépend de vos usages et je pense que si vous travaillez pour une entreprise un peu solide, en France, on a des très bons, on appelle ça les registrars corporate. Les boîtes du CAC 40, elles passent pas avec Netim parce que Netim, c'est très bien, mais le jour où il se passe quelque chose, bah, c'est quand même, quand il y a beaucoup d'enjeux, il vaut mieux des registrars un peu solides. Et là, par exemple, on a Safe Brands qui est français, qui est très très bon, Nameshield qui est assez connu. Donc les Français sont bons. Donc il y a toutes sortes de registrars, il y a toutes sortes d'usages, mais pour les .fr, je vous recommande voilà des gens qui Infomaniac, je les connais pas, mais apparemment ça fonctionne bien. Les gens sont solides. Nous, ils viennent pas aux réunions, donc je les connais pas mais je sais qu'on les utilise, que beaucoup les utilisent et il n'y a jamais de souci. Donc, Infomaniac, comme ils sont pas chers, j'aurais tendance à dire que ça va. Hein, ce qu'il faut éviter, c'est les Américains qui laissent passer le spam, le cybersquatting. L'AFNI qui déteste quand on les appelle toutes les 10 minutes en disant voilà, on a un problème, mon site a été récupéré, on vend des chaussures Nike, je comprends pas. Et il y a trop de permissivité chez Internet BS et d'autres, entre autres, hein, parce qu'il y a d'autres problèmes. Et Ok. je vois qu'il y a Fred Box qui pose une question que je salue. Salut Fred. Et en termes de métriques, enfin, tout à l'heure, tu parlais de est-ce que tu es le deuxième ou troisième propriétaire d'un domaine quand il est expiré? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a des métriques SEO que tu regardes particulièrement ou autres? Alors, oui, en fait, bon, honnêtement, c'est pas moi qui le fais parce que pour ce travail de qualification des domaines, c'est vraiment très embêtant. Donc moi, ça fait longtemps que je le fais plus, mais donc c'est ma collaboratrice et par exemple le TF qui te permet de vendre des liens. Je crois que c'est un indicateur où s'il y a un singe qui lance des flèches, ce sera plus sur une cible, ce sera plus pertinent que le TF. Aujourd'hui, on a quand même des indicateurs qui sont vraiment sans intérêt. Donc nous, ce qu'on fait, on regarde les liens un par un. On voit si c'était un vrai site, si c'était un site avec des liens, comment dire,
euh, réel en fait, hein. Et on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de tri à faire. Après, tu ne vois rien qu'avec le nom, hein. Tu vois ce qui est SEO, ce qui est spammy et ce qui est vrai site. Et donc, c'est ça qui va l'intéresser. Par contre, les noms, on va jamais prendre des noms litigieux. Par exemple, si c'est un nom un peu générique ou un nom sympa à inventer, ça va. Mais si c'est par exemple, je sais pas moi, je vois qu'il y a Fredbox, si c'est fredboxonline.fr, ça m'embête parce que je m'appelle pas Fredbox et un jour ou l'autre, j'aurai un problème avec ce domaine. Donc, les marques, il faut vraiment éviter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les SEO se disent non, mais moi, j'ai aucun problème, ça marche tout le temps. Ça marche tout le temps jusqu'au moment où, et je pense que c'est un mauvais choix de prendre les domaines spammy qui sont pas descriptifs. Moi, il me faudrait un domaine qui serait, comment dire, où le nom évoque quelque chose, mais qui serait pas rattaché à une personne ou à quelque chose de litigieux. Donc, et sinon, les métriques, bah, le nombre de RD de qualité. Ah, si c'est des liens d'annuaire, ça vaut 0. Si c'est des liens de commentaires de blog, ça vaut -1. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des liens naturels et de qualité. Et on se rend compte que les domaines, s'il n'y a pas eu d'interruption forte, vont repartir très, très bien. Par rapport à ce que tu disais sur le Trust Flow de Majestic, je pense que c'est un KPI à mettre au regard de plein d'autres KPI. Aujourd'hui, les annonceurs qui achètent des articles sponsorisés, parfois sur des domaines expirés, mais pas que, euh, euh, partagent l'avis qui est d'aller regarder plusieurs KPI en fait. Quand on regarde le Trust Flow, il faut aussi regarder le Domain Authority de Moz ou de Ahrefs. Il faut regarder le trafic sur SEMrush, sur SimilarWeb, etc., etc. C'est plein d'infos à, euh, à regarder ensemble et un trust flow à zéro, mais plein de trafic organique. Finalement, c'est bien. Et un top trust flow sans trafic organique, il faut creuser pour voir s'il y a à côté du trafic au global sur le site ou autre. En tout cas, c'est l'avis de nos annonceurs et c'est l'avis qu'on partage aussi, quoi. Alors, si je peux, ça c'est vraiment un bon point. C'est l'avis des annonceurs, c'est l'avis de la majorité, et finalement, comme c'est ce que la majorité demande, il faut aller dans le sens. Pour moi, tout le monde se trompe. Et, évidemment, mon avis n'a pas beaucoup de valeur, mais je vais quand même le donner puisque tu me donnes l'occasion d'en parler. Je trouve que le trafic SEMrush, c'est de la connerie. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir si le domaine a du jus. Et les vrais domaines, les bons domaines, bah, c'était détenu par des gens qui comprennent rien au SEO, qui visaient pas des mots-clés, qui n'avaient pas de trafic mais qui avait un domaine avec un potentiel. Alors que le SEO qui est capable de faire un trafic sur résultat bac 2015 et qui met n'importe quoi parce qu'il est malin avec ses outils, son domaine il va pas pousser. Alors que si tu récupères un domaine d'une vraie entreprise, d'une asso qui avait ce potentiel qu'ils n'ont pas su exploiter parce que le SEO c'est très compliqué et parce qu'ils ont juste 4-5 pages dans leur site parce qu'ils n'ont pas fait autre chose. Si tu veux. Un gros site qui avait 3000 pages, forcément, il va choper des positions, forcément, il va avoir des belles courbes mais il va pas envoyer plus de mon point de vue. Donc, je pense que tu as raison que le marché demande ça, donc autant le savoir. Pour moi, je préfère le domaine qui a des bons fondamentaux. Et si tu regardes les algos déposés par Google, il n'y a jamais eu ce côté trafic. C'est-à-dire, voilà, le marché aime bien, ça fait du sens, mais pour moi, c'est pas un critère de classement dans Google. Mais j'ai une position très minoritaire et je pense que dans ceux qui nous écoutent, à peu près 90% sont déjà meilleurs que moi. Donc, je peux me tromper, mais au moins, voilà, je préfère donner cette info. Mais en fait, c'est super intéressant ce que tu dis, c'est que dans le cadre d'un rachat de domaine expiré, tu cherches pas tu cherches un domaine à potentiel, pas C'est ça. un domaine qui va pouvoir ensuite être développé pour justement potentiellement générer plus de trafic avec plus d'efforts. Et peut-être que sur le marché, certains pensent que le domaine expiré, c'est la panacée, que c'est la solution à tous leurs problèmes et qui vont pouvoir juste racheter un domaine expiré et ensuite ne plus rien faire avec. Mais c'est pas vraiment ça finalement la stratégie. C'est ça. Surtout qu'en fait, ils disent, bon, il y avait du trafic, ça va revenir. Et si ça revient pas, bah, c'est pas de chance, c'est de la loterie. Pas du tout. C'est que le domaine avait du trafic parce que la personne était douée auparavant, elle avait su avoir les bonnes courbes. Mais si nous, on n'y arrive plus de nouveau, c'est parce qu'il a été remis à zéro. Et John Muller, qui raconte n'importe quoi, il ment pas tout le temps quand même. Et il nous dit que les expis sont remis à zéro. Et c'est vrai.
C'est-à-dire que eux, quand ils sont capables de détecter qu'il y a une deuxième vigne, etc., ils vont te le remettre à zéro. La subtilité, c'est d'arriver à trouver des domaines qui n'ont pas été remis à zéro, qui ont conservé leur potentiel. Et c'est pas du tout le trafic que tu as fait il y a 5 ans. Ça n'a aucune importance. C'est ce qui s'est passé entre le moment où tu attrapes le domaine et les semaines, les mois précédents. Si par contre tu récupères un domaine XP qui cartonnait il y a 2 mois, il va continuer à cartonner. Parce que Google n'est pas aussi subtil, tu sais, pour arriver tout de suite, sauf s'ils font manuellement. Hein, les gens qui vont, je sais pas, par exemple, Marine 2017, ça m'a halluciné de voir que ça a marché aussi longtemps. Mais au bout d'un moment, c'est facile pour eux d'appuyer sur un bouton et de bloquer ça. Mais en général, le trafic passé, voilà, il a pas beaucoup d'intérêt. Mais effectivement, ensuite, pour vendre des liens, il faut du trafic. Ça, je suis bien d'accord. Ok. Alors, je rebondis sur pas mal de questions qui demandent s'il y aura une rediffusion, un replay. Il y en aura bien un. Une fois le webinaire terminé, vous recevrez un lien par email avec l'enregistrement de la vidéo. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parce qu'il y en a beaucoup qui se chevauchent. Fredbox, il avait une question sur est-ce qu'on peut récupérer un nom de domaine s'il y a un whois bidon et si on a des droits dessus. Alors, il faut savoir qu'en .fr, oui, c'est-à-dire que en .com, tu peux mourir, et c'est littéralement ce qui s'est passé pour le sex.com, qui était le domaine le plus cher, et le titulaire, on lui a volé, et il est mort. Donc, c'est ses ayants droit qui l'ont récupéré, ça met des années et tout, c'est très compliqué. .fr, c'est très bien géré. Si quelqu'un fait n'importe quoi, met un faux whiz, eh bien, il y a des possibilités de demander alors, il y a toutes sortes de choses, mais une vérification du titulaire et s'il n'est pas capable de le justifier, le nom de domaine sera effacé. Par contre, tu vas pas le récupérer toi. Tu vas ensuite essayer de le récupérer. Mais oui, en France, on a quand même comment dire, une zone qui est bien gérée. Et ce que j'apprécie, c'est qu'en fait, tout le monde peut participer aux réunions et donner son avis. Et on essaye d'avancer vers une zone propre et qui convient à tous les acteurs. Donc, je pense que la France, le point .fr, c'est le meilleur TLD si on veut travailler proprement à long terme, un peu comme l'objectif du webinaire ici. Par contre, si tu veux faire du spam, des choses interdites et tout, bah, faut pas prendre .fr. Là, c'est pas du tout rentable. Toi, tu rachètes des noms de domaine uniquement en .fr ou tu vois plus là? Non, en fait, nous, on fait pas en .fr. On fait que en .com et .net parce que le .fr, c'est beaucoup trop concurrentiel. C'est-à-dire que c'est tellement bien géré, le .fr, que tout le monde a les listes. Et donc, tout le monde peut se positionner sur des domaines, il y en a très peu. La légende urbaine, c'est que j'ai des gens qui viennent me voir qui me disent, alors j'aurais besoin de 8 expi sur les pompes à chaleur. En fait, c'est impossible. C'est-à-dire que des expi, il y en a très peu. Et ce très peu, il est comment dire, suffisamment visible pour qu'il y ait trop de personnes qui soient en concurrence dessus. Et du coup, moi, ça ne me servira à rien parce que moi, je les achète pour les revendre. Donc, si je paye déjà le prix finalement, le prix normal de marché, je n'ai pas à me positionner dessus. Donc, le point .fr, je n'en prends pas en expi ou alors vraiment sur des petites métriques ou des choses où je sais que j'ai un client. Je sais que j'ai un client qui va être intéressé par le prendre, mais sinon, le point .fr, il est beaucoup trop saturé pour moi. En point .com, les prix sont très super, enfin, beaucoup plus intéressants. Et là, du coup, on arrive à faire une petite marge, mais c'est quand même extrêmement concurrentiel et il y a vraiment très, très peu de stock. C'est-à-dire des bons domaines expirés tous les jours, ben, il y en a en français en tout cas très peu. Donc c'est vraiment une niche, une activité qui pourra jamais grossir, qui au contraire diminue tous les jours. Ok. Et si tu peux en parler, c'est quoi le meilleur domaine que tu as récupéré? Alors, en fait, j'en ai récupéré des magnifiques, mais c'est toujours pour des clients, parce que moi, je suis pas un entrepreneur comme toi, tu peux l'être et tu as toujours été. Donc, par contre, j'ai eu vraiment des gens de confiance, bah, voilà, qui me disent, écoute, j'aurais besoin d'un domaine un peu cher. Et souvent, ils ont un budget illimité. Enfin, je sais pas, enfin, j'en ai des dizaines. Par exemple, rachatcrédit.com. Quand quelqu'un, une grande banque vient de te voir et te dit, bon, bah, tu me le prends, rachatcrédit.com, tu peux t'assurer qu'on va l'avoir et que ça va monter. Donc, je dirais qu'il y en a quand même souvent des domaines très sympas. J'avais un PR9, tu sais, dans le temps, je ne sais pas s'il y a des gens, bah Fred, lui, il saura, mais euh, voilà, un PR9 qui s'appelait cartou.com, qui était un moteur de recherche, etc. Donc, mais ça n'a jamais été moi qui mettais, parce que ça peut monter 50 000, 100 000 euros, ça peut monter très cher, hein, des très, très bons domaines. Mais oui, pour des clients, j'en ai eu à l'appel. Et c'est marrant parce que
les plateformes de liens, comme Rocket Links. Alors, il y a pas mal d'exemples où j'ai récupéré le nom. Alors, toi, tu en connaîtras, mais il y en a vraiment beaucoup. Le nom de l'entreprise, tu sais, en .com, etc., parce qu'on voit ça passer. Donc comme fais une surveillance systématique et que si j'ai un client, bah, le client est capable de le gagner, ça monte pas très cher aux enchères. Oui, j'en ai eu énormément et des très bons. Je En crois qu'il y a français un, seulement. je crois qu'il y a un dicton chez les domainers qui dit que tous les domaines finissent par expirer un jour. T'en parlais même sex.com par exemple. Il faut parfois Ouais. attendre 10 ans et moi j'en ai la preuve puisque on évolue avec le nom de domaine rocketlinks.net et pendant 8 ans j'ai essayé de racheter rocketlinks.com. J'ai tout essayé, vraiment le Wiz, le compte Twitter, le formulaire de contact sur le site. J'ai jamais eu une seule réponse et pourtant à chaque fois j'augmentais l'enchère et et finalement, bah, il s'est retrouvé sur GoDaddy Auctions 8 ans après, et c'est toi d'ailleurs qui m'a prévenu, donc merci encore. Ah, Et finalement, bah, on l'a eu, le rocketlinks.com. On aurait pu l'avoir même à 10 dollars, je pense, si on avait été plus alerte. Il a quand même fini aux enchères, mais bon, il a pas fini très cher, quoi. ouais. Dis-leur, je pense pas, parce qu'en fait, pareil, les gens se rendent pas compte, mais aujourd'hui, un joli nom de domaine en .com, parce que Rocket Link, ça t'a plu, c'est ton nom, mais c'est magnifique. Dans le monde entier, même ceux qui connaissent pas Rocket Links, pas aux États-Unis, ils seraient capables quand même de payer des noms, un nom brandable qui est court, qui évoque quelque chose. Aujourd'hui, c'est assez cher. Nous, en France, je dirais qu'on n'a pas encore le même réflexe et on va bien payer 100 euros, 200, 300. Mais non, non, les domaines, bah, toi, tu en sais quelque chose, mais la plupart sont un peu bloqués. Il faut accepter de payer cher un nom de domaine parce qu'ensuite, ça te coûte moins cher en com, ça te coûte moins cher en Google Ads, ça te coûte moins cher en tout et ça inspire confiance. Et je pense que c'est un petit retard qu'on peut avoir chez nous voilà, de se dire, bon, allez, je vais prendre le point net, c'est pas grave, je vais prendre le point Paris, le point ce que tu veux. Alors qu'un nom de domaine bien mémorisable, bien pointu, bah aujourd'hui, c'est 5 chiffres, hein, donc c'est impossible à moins, ou alors si on a de la chance, mais à 10 dollars, t'auras plus rien. Et depuis un petit moment. Le nom le nom de domaine expiré, en fait, permet de commencer avec une base d'autorité et de liens solides. Euh, et le problème, c'est qu'on se trouve parfois avec un nom un peu bizarre. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, faut éviter les noms de marque. Souvent, il y a aussi des dates, c'est des événements en Mm. 2015, 2016, 2017 qui finissent par expirer ou des noms de domaine de candidats au présidentiel, par exemple, ça arrive souvent. Euh, et là-dessus, il y a des risques, hein, c'est ça? Moi, j'y touche pas à ces domaines-là parce que, voilà, en fait, tu as raison qu'ils vont pousser, ils vont être bien, mais c'est quand même pas très cohérent de développer un site avec un nom qui a rien à voir. Donc, mon idée, c'est quand même de trouver un nom qui serait peut-être pas ultra puissant, mais qui a quand même du jus. Et les domaines expirés sont quand même intéressants. C'est-à-dire que tu récupères des liens, tu vas beaucoup plus vite. Donc, les risques juridiques sont vraiment forts, mais ça dépend aussi de ton entreprise. Si c'est Rocket Links, vous avez un gros capital social. Si on vous tombe dessus, si par exemple tu récupères, j'ai un exemple concret, nextlevel.link là, qui va expirer probablement. Si tu fais une redirection chez toi, tu peux avoir 50 000 euros d'amende, hein, parce que c'est une pratique anticoncurrentielle. Sans doute que la marque elle est encore en vigueur. C'est-à-dire, on peut pas faire n'importe quoi. Donc les noms de domaine de vos concurrents, vous oubliez les noms de domaine où il y a des marques, à mon avis, vous oubliez, ou alors vous faites un usage qui n'a rien à voir, c'est-à-dire un usage complètement anodin, et puis vous envoyez un lien. Donc au moins, vous récupérez une partie du jus, mais les développer, les utiliser, c'est des amendes. Les gens s'en vendent pas, donc ils nous le disent pas sur les réseaux sociaux. Ils vous disent oui, j'ai gagné tant, mais ils vous disent pas aujourd'hui, j'ai pris 30 000 euros d'amende pour un domaine que j'ai payé 7 euros. Quoi. Et ça arrive souvent. Par contre, si vous êtes auto-entrepreneur ou au black et tout, vous êtes tranquille, le juge, il va vous laisser. Hein. Donc, c'est plutôt pour les bises un peu solides qu'il faut faire très attention avec les domaines qui, voilà, ou sur lesquels vous n'avez pas de droit. Quand on dépose un domaine, il y a pas mal de critères, et l'un des critères, c'est l'intérêt à agir, et je ne peux pas déposer un domaine où c'est simplement pour récupérer le jus SEO. Ce n'est pas une condition valable. Donc, il faut qu'il y ait voilà. Le risque existe en tout cas.
Et puis, il n'y a pas que les noms de domaine expirés dans la vie. Finalement, il y a aussi d'autres alternatives. Évidemment, c'est le sujet du webinar, mais on peut acheter. Alors, ça reste quand même compliqué d'acheter un bon domaine qui est libre en termes de marque, etc. Mais on peut en acheter pour pas trop cher, qui sont brandables. Tu l'as dit tout à l'heure. On peut aussi racheter des sites internet. Il y a des plateformes comme Dot Market qui sont très Mmh. réputées sur le marché français, ou Flippa, ou sur le marché américain pour acheter des sites qui ont déjà du trafic, déjà des revenus pour continuer à exploiter le potentiel. Et puis, avec un nom de domaine brandable, on peut aussi commencer de zéro. Au moins, on part pas avec un boulet au pied, avec une année, par exemple, dans le nom de domaine. Et puis, un nom de domaine premium en .fr, ça coûte pas si cher que ça. En fait, surtout si vous êtes niché. Moi, ce que je me rends compte, c'est que je fais souvent des ventes de déstockage et là, j'en ai marre parce que même en mettant à 50, 100 euros, bah, si les gens n'ont pas le besoin immédiat, ils vont pas les prendre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus intéressant pour les acheteurs que pour nous vendeurs parce qu'il y a vraiment des opportunités en creusant un peu d'avoir des domaines, comme tu dis, qui sont sympas, qui sont mémorisables, qui ont peut-être un peu d'existant, un peu de bien et surtout si c'est un peu niché. Voilà, si tu veux racheter parisportif.com, c'est pas possible aujourd'hui. Mais des domaines, voilà, avec un potentiel dans mon secteur, il vaut mieux passer par le second marché, soit comme tu dis, racheter un site, soit sur, voilà, il y a Cedo, il y a Dan, il y a plein de solutions comme ça. Il faut passer un peu de temps, mais derrière, c'est si c'est un projet solide, c'est vraiment très, très bien rentabilisé. C'est dommage de dépenser 8 euros, de se dire un domaine, ça vaut 8 euros. Parce que ensuite, ça nous coûte énormément de temps, d'énergie, et donc autant investir dans un domaine sympa. Et après, voilà, le remonter. Tu utilises des XP pour t'envoyer des liens, par exemple, pour te faire un PBN. Les XP, c'est super pour des PBN, par exemple, hein. Mais effectivement, le domaine, il n'est pas forcément, lui, expiré. Ça peut être quelque chose qui te correspond et qui n'a pas beaucoup de jus SEO et que tu construis avec ton branding. Le Peut-être qu'on reste, va justement voir après comment on monétise ça, non? Avec la partie que tu veux nous développer, toi. c'est vrai une fois qu'on a pu trouver la perle rare dans les domaines expirés qui expirent tous les jours, comme tu l'as dit. L'étape d'après, c'est d'aller créer un site, idéalement un site de qualité. Et faire de la qualité, ça demande un investissement plus important que faire des PBN, etc., comme tu l'as dit. Mais ça reste un retour sur investissement qui est, moi je Mmh. trouve, beaucoup plus important en fait. Il y a un investissement de départ qui est plus important, mais un ROI qui l'est tout autant. Et, euh, Voilà. et je vais répéter, je pense, des évidences, mais pour moi, la qualité, ça s'observe sur trois critères quand on crée un site sur un domaine, qui soit expiré ou non. Le premier critère, c'est déjà de répondre à l'intention de l'utilisateur. C'est la base. C'est pas juste d'écrire des contenus de 300 mots sur n'importe quel mot-clé qui remonte dans SEMrush. Euh, on, Ça nécessite en fait pas mal de recherche et surtout du bon sens. En fait, on entend beaucoup les SEO dire qu'il y a deux piliers, le contenu et les liens. Mais moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il y en a trois en fait. C'est le contenu, les liens et l'expérience utilisateur. Et par expérience, j'entends vraiment un critère qui englobe tous les autres. C'est ce que certains appellent le pogo sticking, d'autres le serve bounce. C'est ta capacité à garder l'internaute quand il tape une requête et qu'il arrive sur ton site. Il y a un signal qui est super négatif aux yeux de Google, c'est le fait de de c'est le fait de comment dire d'avoir un utilisateur qui tape un mot-clé, qui tombe sur ton site et qui revient sur la page de résultats de Google pour choisir le site d'en dessous. Là, tu peux Mmh. être assuré au bout de quelques semaines, quand Google a assez de personnes qui font ça dans son panel, tu es assuré de passer en dessous du deuxième et que le deuxième passe premier. Ça, ça s'observe vraiment rapidement sur les requêtes concurrentielles. En fait, le contenu permet à Google de comprendre de quoi ton site parle et
de te considérer en fait avant de te positionner. Et les liens, c'est ce qui va faire la différence, parce qu'aujourd'hui, sur des requêtes concurrentielles, tout le monde est plutôt bien optimisé. Et donc, c'est les liens qui vont faire la différence, et c'est l'expérience utilisateur qui va te faire rester en haut, en fait. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec ça, toi, David? En fait, moi, j'ai vraiment la même approche et je pense que l'UX, enfin, la passion que tu vas donner, les gens sont tous avec ChatGPT, ça répond à l'intention très bien. Quand même, si tu parles aux internautes, que tu fais un joli site, moi, je me rends compte ce que tu dis toi, nous, c'était très facile avec un bon EMD d'être premier. Et on se retrouvait dégagé parce que les sites, quand tu es domaineur, ils sont très faibles. Et tu arrives à monter, tu as les liens, tu as le domaine, tu as tout ce qu'il faut. Mais si tu restes pas avec un contenu qui plaît aux utilisateurs, donc on baisse immédiatement. Donc je suis 100% d'accord. Est-ce que je peux me permettre de répondre? Parce qu'il y a deux questions extra Ouais. et où ça va être un peu dans tous les sens. Mais Gaël, il nous pose une question vraiment marrante. Euh, Est-ce qu'il y a une activité de Snap basée sur la récupération du trafic MX, donc les emails? Et c'est rigolo parce que ça me permet de rebondir sur l'activité de Per Nator. Il y a quelqu'un qui s'appelle David, qui est assez connu dans l'activité, qui est un des plus gros acteurs au monde. Et lui, il gagne des milliers d'euros par mois simplement en changeant le MX. Donc, il récupère des domaines expirés d'entreprises et il est payé à peu près 1 centime à chaque fois qu'il y a un email valide qui est envoyé à celui qui récupère. Il fait un catch-all et il récupère les emails. Donc, quand on a un domaine expiré, on peut le monétiser aussi avec la vente des emails. Ça, c'est assez rigolo. Donc, la question était pas mal et ça existe. Et le service, ben, je lui dirais à Gaël, je me souviens pas. Moi, j'ai essayé, mais comme j'ai des domaines génériques, papa, maman un peu propres, ça fonctionne pas. C'est plutôt quand c'était des entreprises avec des emails. Et là, lui, il gagne des milliers d'euros par mois avec ça. Et l'autre question, Étienne qui nous demande les Web3. Et c'est plus facile parce que le Web3, les domaines blockchain, aujourd'hui, c'est juste une arnaque pour les gogos. Ça peut changer parce que tout évolue, mais les domaines décentralisés, c'est vraiment, donc il y a le point ETH qui est à peu près lié à des usages, et ensuite, bah, il y a des startups qui font n'importe quoi et qui utilisent, euh, comment dire, l'engouement autour de la blockchain, autour des cryptos, etc. Mais non, les domaines Web3 aujourd'hui, il n'y a pas d'usage, à part voilà, le point ETH éventuellement, mais c'est pas la peine de s'embêter avec ça. Et donc voilà, désolé d'avoir, j'étais tombé sur comment dire, sur des réponses intéressantes. Et Mohamed me demande, est-ce que c'est illégal de faire du catch-all? Je pense que oui. Après, toi, tu t'occupes de rien. Tu mets le MX du prestataire et le prestataire, lui, il dit qu'en fait, il récupère les emails pour lutter contre le spam. Tu sais pas si en vérité, il va pas l'utiliser pour le spam, mais en tout cas, ta responsabilité, elle est dégagée parce que c'est pas toi qui lis les emails privés, etc. Donc, voilà. Très bonne question. On voit qu'il y a des gens super pointus. Donc, désolé, Maxime, là, pour être reparti sur mon sujet. Est-ce que tu peux nous dire, parce que je vois que le temps passe, s'il n'y a pas des conseils justement pour cette UX, en fait, pour inspirer confiance? Je sais pas, moi, les mentions légales, ça me semble évident, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux nous conseiller pour arriver à ce que nos sites, ils aient comment dire, ils soient bien appréciés, bien perçus par les utilisateurs et peut-être par les annonceurs de Rocket Links? Les annonceurs et puis aussi par Google, ouais, tu as raison. Je pense qu'il ne faut pas suivre tout ce que dit Google. En revanche, il y a des choses qu'il faut suivre, notamment les recommandations sur lesquelles tout le monde s'accorde en termes de SEO. C'est les critères EEAT de Google. Pour rappel, c'est expérience, expertise, autorité, donc authoritativeness, il me semble, et trustworthiness, donc la confiance. Alors Google met un point de vigilance sur ces critères-là pour tous les sites Your Money, Your Life, donc tous les sites qui sont dans la finance ou la santé. Moi, ce que je recommande, c'est de suivre ces critères de EEAT au-delà de ces thématiques-là. Comme ça, au moins, on est résilient dans les années à venir quand Google appliquera ces mêmes règles à toutes les thématiques. Et ça permet effectivement d'avoir comment dire le, le, le minimum requis
pour plaire à un annonceur qui voudrait éventuellement acheter des articles sponsorisés. Je pourrais y revenir après sur ce sujet-là. Et je parlais tout à l'heure de 3 critères. Donc, le premier sur l'intention utilisateur, le deuxième sur le EEAT, et le troisième, on en a parlé aussi tout à l'heure un petit peu, c'est continuer à créer des liens. C'est important si vous voulez vendre des articles sponsorisés. Si aujourd'hui, pour se positionner sur des mots-clés concurrentiels, c'était vrai il y a 10 ans et c'est toujours vrai aujourd'hui. S'il n'y a pas au moins un lien avec une encre exacte, c'est quand même dur de se positionner en top 3, encore une fois, sur un mot-clé concurrentiel, pas sur un mot-clé de longue traîne ou autre. Et ça, c'est important. Et quand c'est un domaine expiré, Google a potentiellement des chances de remettre à zéro l'autorité du domaine. Donc, il faut bien continuer à créer de nouveaux liens pour se positionner. Ça, c'est super important. Et quand on fait cette qualité, eh ben, on peut multiplier en fait les sources de monétisation, affiliation, vente de publicité en direct, en display ou via des régies comme AdSense. Et puis il y en a plein d'autres maintenant, les Mediavine, Taboola, Outbrain, etc. Et puis on peut vendre les articles sponsorisés. Ça, c'est ce qu'on fait hein, chez Rocket Links. Mais nous, on prône vraiment la qualité et la qualité a cet avantage de ne pas être dépendant d'une seule source de revenus. Et ça, c'est important parce que c'est ce qui permet de valoriser en fait son site au maximum parce qu'on crée de la valeur sur le long terme et que une source de revenus peut pas se tarir du jour au lendemain en fait quand il y en a plusieurs. Et les sites jetables, ça se revend pas en fait. Hein. Vous avez qu'à voir les sites qui se vendent sur Dotmarket, c'est des vrais sites de qualité. Et les généralistes qui parlent d'assurance, de casino, de fenêtres, où c'est uniquement du full vente de liens avec métrique bidon, je pense que ça a pas d'avenir, comme tu dis. Hein. Les gens les ont achetés très cher. Aujourd'hui, ils les mettent en vente ou ils essayent. D'autres markets les prend même pas parce que ça a pas de potentiel. Ouais. Et on n'a pas de AT, comme tu dis. Si tu veux avoir une forme d'expertise, d'expérience, c'est sur une thématique. On peut pas faire un site avec un nom bizarre et qui parle de tout et de rien. Mais bon, je pense que le marché, en tout cas, les SEO, on n'a pas réussi à faire passer ce message parce que tu as l'impression qu'ils te disent, ah oui, mais regarde tes courbes, elles sont trop faibles. Ah, mais que tu n'as que 15 pages alors qu'on en voudrait 500. J'ai l'impression qu'il y a un peu de pédagogie à faire et on voit aujourd'hui la crise, ceux qui se retrouvent bloqués avec tous ces sites qui ont zéro potentiel, quoi. C'est ça. Et surtout, il y a des produits qui ont le vent en poupe en ce moment. C'est vrai que quand on parle en fait de vente de liens, on pense tout de suite à l'article sponsorisé. Mais on peut aussi vendre des liens sur des pages positionnées. Ça, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Il y a des annonceurs qui vont au-delà du mythe du SEO de un seul lien par site et qui tentent de créer des rubriques avec les médias et les sites de qualité, puisque ça implique d'acheter plusieurs articles et en échange de quoi, en fait, l'éditeur offre une visibilité supplémentaire à l'annonceur en ayant une rubrique dédiée ou une visibilité supplémentaire pour les articles dans le site, avec du maillage interne entre les différents articles ou vraiment une rubrique dédiée qui est liée directement depuis la page d'accueil, en haut ou en bas, ça dépend de ce qu'il est possible de faire techniquement. Et puis, il y a quelque chose qui revient sur le devant de la scène, qu'on faisait beaucoup il y a 10 ans, c'est les liens homepage. Pendant un moment, les annonceurs ont arrêté d'acheter des liens sur les pages d'accueil d'autres sites pour des raisons assez obscures qui, je pense, relèvent du fait qu'ils pensaient que c'était pas naturel, alors que en fait, c'est super naturel d'avoir des liens sur des pages d'accueil en SEO. Aujourd'hui, nous, on sponsorise le SEO Campus, on sponsorise le NDD Camp, qui est l'événement que tu organises avec Philippe, qui a lieu tous les ans à Paris et qui est un événement que je recommande évidemment chaudement, qui est gratuit
et dans lequel on retire beaucoup de valeur. Euh, Et à Strasbourg également, on a le 22. S'il y a des gens qui sont alsaciens, le prochain, c'est le 22 mars. Et effectivement, c'est gratuit. Vous avez des saucisses, vous avez la bière, etc. Et des super intervenants comme tu as fait l'amitié de venir par exemple chez nous. Et donc, c'est très sympa, très utile. Et 22 mars, par contre, c'est sur invitation parce que voilà, donc il faut juste envoyer une petite demande et il faut être un acteur du secteur. C'est réservé aux professionnels et en général, ça se passe pas mal, effectivement. Et merci de nous aider. Depuis le début, je crois que vous êtes le premier Rocket Links à avoir toujours soutenu NDD Camp. Avec plaisir. Et du coup, bah, nous, en tant que Rocket Links, quand on sponsorise des événements, en général, on a des liens en fait sur les pages d'accueil. On n'a pas forcément sponsorisé les événements pour ça, mais c'est la résultante. Et donc Google ne, ne voit pas ça d'un mauvais œil en fait. Au contraire, ça serait plutôt pas naturel de pas avoir du tout de lien homepage, de liens issus des pages d'accueil d'autres sites. Et donc ça, c'est un produit qui a le vent en poupe en ce moment parce que c'est super efficace en fait. Évidemment, il faut rester naturel, avoir 200 liens homepage. C'est pas là, on sort de la norme statistique et de ce qui paraît naturel aux yeux de Google, mais quelques-uns dans le mix de liens, puisque pour paraître naturel, il faut évidemment avoir une certaine mixité de liens. Et ben c'est super intéressant. Et donc, en tant qu'éditeur de site, moi, je vous recommande pour générer plus de chiffres d'affaires et surtout avoir plus de chances de trouver des annonceurs qui veulent aller toujours plus loin avec les sites de qualité, de proposer en fait ces services. Euh, et, euh, et puis j'ai une petite technique de SEO que j'ai appris que pas mal d'éditeurs utilisaient récemment. Euh, Ça va peut-être te parler, David. Tu fais peut-être ça, toi, avec tes sites. Pour donner un peu de contexte, la première chose que font les clients avant d'acheter des articles sponsorisés ou des liens en général, c'est déjà regarder quels sont les liens qui pointent vers les concurrents. C'est la base, en fait. Tout le monde fait ça. Et on a même simplifié ça avec une solution technologique qu'on a développée qui s'appelle Rocketlinks AI, qui permet, côté annonceur, de taper son nom de domaine et le nom de domaine de ses concurrents et de trouver les médias et les sites qui font déjà des liens vers, vers les concurrents ou le site du client. Et j'ai discuté avec des éditeurs qui publient en fait des contenus avec des liens qui pointent vers les plus gros acteurs d'un marché pour attirer les autres acteurs en fait. J'ai cru comprendre que ça marchait vraiment. Tu fais ça, toi, David, sur tes sites? Ah, c'est marrant ce que tu dis. Là, on parle pas d'il y a 15 ans, peut-être de 25 ans. Je me souviens, j'étais un des premiers affiliés eBay dans le temps et donc j'avais un copain qui avait une régie d'affiliation, bah, qui a vendu il y a très très longtemps et il m'expliquait que pour avoir des clients, pour faire venir comment dire, les gros annonceurs, déjà eux, ils mettaient en avant des annonceurs qu'ils n'avaient même pas, tu vois, les plus connus, etc. Comme tu dis, en fait, c'est euh, à la limite le faire gratuitement pour ensuite attirer les concurrents parce que ce qui motive le plus le concurrent à venir chez toi, c'est pas parce que tu as des bonnes métriques, c'est parce que son concurrent y est. C'est quelque chose qui est naturel et qui a toujours existé. Donc, moi, je le fais et ce que tu dis est vraiment. Ça fait longtemps que je fais des liens, pas tellement, mais j'ai beaucoup de gens qui sont venus à mes sites parce qu'il y avait un concurrent qui y était. Donc, ouais, c'est un très très bon conseil et c'est très pratiqué depuis toujours, je dirais. Ouais, ça marche vraiment. Après, pour éviter toute cannibalisation du chiffre d'affaires, certains mettent le lien en nofollow et puis ils le désoptimisent, ils le mettent sur une page profonde. Mais en fait, ça peut être assez contre-productif parce que ça limite les chances d'être trouvé. Ça paraîtra pas super naturel et et au contraire, en les mettant en avant et en faisant des liens directs ou follow, en fait, ça permet en tant qu'éditeur, de se forcer un petit peu à faire des liens sortants, ce qui est un peu la base du web quand même, et on a tendance à l'oublier. Tout à fait. Il y a une question là qui est intéressante de Damien
qui demande si Google peut détecter la vente d'articles sponsors. Et donc toi, tu sauras beaucoup mieux, mais j'ai l'impression qu'entre un échange gratuit et une vente, c'est difficile parce que si tu fais un échange de liens, en fait, tu les vends pas. Je pense que pour Google, c'est répréhensible de la même manière, mais en tout cas, je pense pas qu'ils ont de moyens. Auparavant, il y avait les Busea et compagnie, ils avaient vraiment des footprints énormes, donc c'est pour ça qu'ils ont dégagé. Aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont pas de moyens, non? Ou alors ils peuvent le voir. Comment vous faites, vous? Question est pas mal. Je pense que, euh, je pense que ce que Google peut être amené à pénaliser, c'est les articles sponsorisés de mauvaise qualité, ceux qui sont sur des sites de mauvaise qualité On et voit que c'est que ça. surtout avec des contenus qui ne servent pas l'utilisateur et des encres suroptimisées, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est très simple pour Google à détecter. Et quand il les voit, souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il les prend pas en compte. Il les prend pas en compte dans son algo, donc le risque, il reste quand même limité. Euh, mais à partir du moment où on fait les choses correctement, où on crée des liens de la même façon qu'ils auraient été créés s'ils avaient été naturels, qu'on les avait pas payés, en fait, Google n'a pas forcément d'intérêt à ne pas les prendre en compte parce que finalement, on peut aussi se dire que on l'aide à faire son travail, qui est de découvrir quels sont les sites qui ont le plus d'autorité et le plus populaire. Et à mon avis, ils préfèrent les liens dans des articles sponsorisés qui sont de très bonne qualité versus le spam qu'il y avait il y a 10 ans avec les commentaires de blog, les forums, etc. Je suis d'accord. On a discuté sur, comment dire, on a balayé pas mal de sujets, l'achat des domaines expirés, comment recréer des sites, enfin recréer des sites en fait sur ces domaines. Qu'est-ce que les annonceurs regardent particulièrement sur les sites avant d'acheter. J'ai demandé un petit peu à quelques annonceurs qu'est-ce qu'ils regardaient. Tu me posais la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils regardaient en Ouais, fait c'est intéressant. quand ils achetaient des articles sponsorisés. Euh, En fait, euh, ce qu'il est important de retenir, c'est que en tant qu'éditeur de site, euh, vous n'avez pas forcément, on n'a pas forcément la même vision que les annonceurs. Et il faut aussi savoir que les annonceurs, parfois, sont intermédiaires de clients directs. Nous, les annonceurs sur Rocketlink sont principalement des experts SEO qui sont en agence et donc qui sont dépendants de la validation des sites par leurs clients ou des SEO in-house qui sont très matures sur le sujet du netlinking et qui ont eux aussi des comptes à rendre auprès du marketing, de la com, etc. Et donc souvent les sites sont validés par d'autres personnes qui ne sont pas SEO et qui ne regardent pas le trust flow, qui ne regardent pas ce genre de choses. Ce qu'ils vont regarder en fait, c'est est-ce qu'il y a des mentions légales, est-ce qu'il y a un design correct sur le site? Est-ce que le site est beau en fait? Bon, c'est un peu subjectif, mais c'est quand même communément admis que un WordPress de base, c'est pas l'idéal. On regarde aussi des choses vraiment, en tout cas les annonceurs regardent aussi des choses vraiment euh, basiques sur lesquelles il est super simple super simple de faire ça, mais personne ne le fait. C'est par exemple mettre un favicon, le petit icône qu'on a quand on est sur le navigateur. Laisser le favicon par défaut de WordPress, ça donne un signal négatif en fait, en se disant que ben, l'éditeur il a pas donné de l'amour à son site. Il y a des SEO qui utilisent pas mal cette expression. Et Pareil pour le logo. Non, j'imagine un logo, voilà. pareil, ouais, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas un seul gros site où le nom du site, c'est juste le nom du, enfin, le logo, c'est juste le nom du site en Arial, en
en haut du site. Il y a forcément un logo, une petite image, une logotype qui va avec ça, quoi. Donc ça, c'est super important. Et puis voilà, il y a pas mal de choses. En général, c'est des choses qui se regardent avec d'autres critères, les critères SEO, mais aussi ces critères-là de qualité de qualité de site. Peut-être le nom de domaine aussi, parce que je me suis rendu compte que moi, j'ai pas beaucoup de premium, mais j'en ai quand même. Et des fois, sur des secteurs qui m'intéressent pas du tout. Et ça marche très bien. Parce que, tu sais, par exemple, nucléaire.com, j'y connais rien, j'ai rien à raconter dessus, mais le nom de domaine, il plaît forcément. Donc, un annonceur, si tu as le nom de domaine un peu flagship dans ton secteur, bah, il aura quand même envie d'avoir son lien dessus, hein. Donc, je pense que ça aide d'avoir le bon nom de domaine, quoi, il me semble. C'est clair. Bah, ça fait partie des critères subjectifs qui vont être pris en compte par les annonceurs au-delà des métriques SEO. Bon, alors, trouver un annonceur dans le nucléaire, Non, oui, j'ai pas pris un bon exemple, mais mais effectivement, si on est acteur du pari sportif et que on a plusieurs sites sur lesquels choisir ou acheter un article sponsorisé, on va plutôt tendance à aller sur football.fr ou foot.fr que mon match de football.biz. C'est clair que il y a de ça aussi qui compte dans la vie que donneront les SEO et les clients des SEO. En fait, il faut se mettre dans la peau du client et pas forcément dans la peau du vendeur, en fait. Et puis, tu m'avais suggéré de, de sortir les catégories où il y avait le plus de ventes. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas le plus pertinent. En fait, qu'il fallait plutôt essayer de voir les catégories où il y avait le moins de ventes. Quand même quelques ventes, mais pas beaucoup, puisque ça veut dire qu'il y a des annonceurs, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'éditeurs. Et c'est là-dessus où il faut tirer aussi son épingle du jeu. Alors après, ça peut être dur en rachat de domaine expiré de choisir exactement la thématique dans laquelle on va évoluer. Mais ce qui marche beaucoup en ce moment, c'est les sujets très précis. En B2B, on a beaucoup d'annonceurs en fait sur ces thématiques-là et beaucoup d'éditeurs B2C. Évidemment, on en a aussi en B2B, mais plus il y en a, mieux c'est. Et en général, c'est sur des marchés où il y a beaucoup de budget. J'entendais aussi beaucoup d'annonceurs se plaindre du manque de sites en général sur les marchés suisses et belges. Et ça peut être clairement intéressant d'aller viser ces pays-là, toutes thématiques confondues, ou même d'autres langages d'ailleurs, hein, si vous parlez plus de langues. il y a un point, enfin, vous êtes internationaux, mais j'ai l'impression aussi, voilà, que tu dis Suisse et Belge, le pouvoir d'achat en Suisse, ça compte aussi quand même, hein. Il est tellement supérieur à celui qu'on a en France que rien que pour ça, s'il y a des besoins, en plus, tu peux vendre quand même beaucoup plus cher. Nous, on le voit en tout cas quand on vend des noms de domaine, que quand tu vends à des Scandinaves ou quand tu vends aux Américains, c'est pas du tout les mêmes proportions. C'est-à-dire que nous, on est un pays moyen moins même. Et donc, effectivement, tu parles des Suisses, voilà, ils ont quand même ils sont capables de dépenser 100, 200, 300 euros sans que ça soit un souci, alors que le SEO de base, à partir de 40 euros, il va bien éplucher les métriques. On a l'impression qu'on n'est pas sur la même échelle financière, il me semble. C'est clair. Je vois qu'on a dépassé le Un petit temps peu. qui nous était accordé. Est-ce qu'il y avait des questions? Moi, je peux répondre pour en fait, pour NDD Camp Strasbourg, parce qu'il y a une personne qui est intéressée. C'est nddcamp.alsace, le site sur lequel il y a toutes les infos, et nddcamp.fr pour euh, le prochain rendez-vous à Paris. Il y a quelqu'un Alors, qui pose Olivier, est-ce que une question peut-être? Vas-y. Pardon. Pour comment faire un update de Wiz. Et ça, c'est dommage parce que c'est pas standardisé chez les registrars. Donc, chez Internet BS, c'est là où il y a des soucis. Il y a, comment dire, le mieux c'est de demander au support, mais il y a une possibilité de le faire. Le souci, c'est qu'on s'est rendu compte que même lorsqu'ils font l'update,
c'est pas retransmis à la FNIC. C'est pour ça que je me dis, eux, il faut carrément les zapper parce qu'ils ont pris beaucoup de retard. Mais normalement, chez les registrars sérieux, eh bien, il y a, voilà, le mieux c'est de demander au support parce que c'est différent chez tout le monde, mais bien s'assurer que mon.fr, il a un update parce qu'il y a tout le temps des vérifications de la FNIC en permanence. Ça fait partie du contrat qu'ils ont avec l'État. Et si on vérifie votre nom et que vous répondez pas parce que l'email n'est pas à votre nom va être effacé. Et vous allez peut-être perdre un business où il y a toute votre famille qui en dépend, tout simplement parce que vous n'avez pas répondu à un email envoyé par la FNIC. Donc, c'est pas de leur faute si ça se passe, c'est juste que c'est à nous de bien s'assurer que ça fonctionne et qu'on a bien verrouillé de ce côté la titularité d'un nom de domaine. Je vois qu'on est encore nombreux. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas à les Ouais, là, laisser. on les suit. C'est vrai que quand on parle, on a peut-être raté pas mal et mes excuses en tout cas pour ma part. Il y a une question Alors, pour toi. l'achat de domaine comprenant une ancienne marque. Alors, si la marque n'est plus déposée, on peut également la déposer. Maintenant, le droit des marques fait qu'on peut déposer la même marque si c'est dans des classes différentes sans problème. Donc, souvent, les marques sont, comment dire, protégées dans leur classe, mais le mieux, effectivement, c'est de la redéposer si c'est un site solide. Mais en principe, voilà, ça serait mieux que ça soit dans un autre domaine, hein, si c'est pour éviter les conflits avec les anciens titulaires. Et là, c'est des questions pour toi, par contre, hein, je pense, Maxime. On demande, Christophe nous demande s'il est possible de préciser un peu plus les thématiques en demande sur le B2B. C'est vrai que c'est assez large le B2B. Il y en a une qui me vient en tête là parce que c'est super pertinent par rapport à la discussion qu'on a. C'est le SEO. C'est une thématique sur laquelle il y a énormément d'annonceurs puisque toutes les Mm. agences SEO veulent être le cordonnier le mieux chaussé. Et pourtant, il y a pas tant que ça de médias sur le SEO. À une époque, on avait tous un blog. Maintenant, on est plutôt sur Twitter. Mais ça manque en termes d'offres. Et puis, sur le marketing en général, en fait, les acteurs sont plutôt alertes sur les articles sponsorisés. Et donc, il y a beaucoup d'annonceurs et un nombre d'éditeurs en face qui peut être plus réduit par rapport à des sites féminins, par exemple, où il y a énormément d'éditeurs. Question sympa de Nicolas Pavlak, que je salue aussi. Comment pourrir un domaine pour éviter qu'il soit récupéré en tant que domaine expiré? Et donc là, c'est assez facile. Si tu mets des liens Viagra, alors, je sais pas moi, euh, porn, etc., que en fait il y a une masse de liens spammy, les gens vont pas les récupérer. Donc ça peut être un moyen d'éviter qu'ils soient récupérés. Après, le Snap est tellement peu cher. Aujourd'hui, c'est 7 dollars que les Chinois, par exemple, ils prennent tout, ils testent. Donc c'est quand même pas une garantie que ça sera pas récupéré. Mais il y a un des plus gros snappers au monde, il est malin. Il envoie des liens de spam pendant un mois et en fait, il les retire après. Donc, il les envoie pour que personne ne veuille récupérer les noms. Et une fois qu'il a récupéré les noms sans payer très cher, bah, il retire les liens parce que c'est de son réseau. Donc, il envoie des liens de spam qui fait disparaître. Mais ouais, tout ce qui est spammy, ça dissuade normalement les snappers. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur comment trouver les thématiques où il y a beaucoup d'annonceurs et peu d'éditeurs. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on va travailler. Je voudrais Et pas refaire peut-être un webinaire, non, là-dessus sur les, voilà, bien, faire un bien. webinaire, une petite étude qu'on partagera aux participants de ce webinaire. Et une question pour toi de Fred. Ah oui. Alors, sur le fait d'être discret en gestion de nom de domaine, alors, c'est la discrétion.